Voilà. Bon, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes celles que je connais et à celles que je ne connais pas encore. Merci d'être là. Ça me fait plaisir de pouvoir vous parler de ce sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur, tout ce qui touche le féminin, mais je suis contente quand même qu'il y ait un homme dans l'auditoire parce que, comme je l'avais précisé, ce que je vais vous raconter ne concerne pas forcément uniquement les femmes en fait. Mais a priori, c'est le cas parce que je vais partir quand même de mon histoire. Et puis, mon histoire concerne quelque chose de très féminin, puisque je vous ai dit dans le titre que vous allez partir d'un problème gynécologique, d'une maladie gynécologique, pour faire tout ce cheminement vers ce féminin sacré. Un chemin qui a été un chemin personnel pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et ce que je vais vous partager dans un premier temps par rapport à mon expérience, j'en ai déjà beaucoup parlé. C'est une histoire qui me semble assez ancienne. Je l'ai beaucoup partagé sur ma chaîne YouTube, dans des interviews, des conférences. Et pourtant, enfin, j'en parle comme si c'était quelque chose d'ancien, et pourtant c'est quelque chose qui est assez actuel pour moi, parce que c'est une histoire qu'aujourd'hui je rencontre quasiment au quotidien dans les accompagnements que je fais avec les femmes. Donc c'est comme si l'histoire qui m'a été personnelle, elle est décalée aujourd'hui dans les histoires des femmes que j'accompagne. Donc cette histoire, elle a commencé par un drame pour moi. Elle a cheminé vers une renaissance et vers une transformation profonde et qui m'amène et qui m'a amené aujourd'hui à des compréhensions importantes par rapport au féminin que je transmets aujourd'hui et que j'ai d'abord dû intégrer dans ma chair, c'est le cas de le dire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, maintenant ça fait 10 ans environ, j'ai été diagnostiquée de ce qu'on appelle l'endométriose, cette maladie qui est connue comme la maladie des douleurs de règles, mais qui est bien plus que ça. C'est une maladie gynécologique dite incurable, dite chronique. On la qualifie parfois du cancer qui ne tue pas. Elle se diffuse de la même façon qu'un cancer. Alors bon, je ne vais pas entrer dans les détails de la médecine allopathique sur comment se diffuse cette maladie, parce qu'en plus, il y a des controverses à ce sujet. Mais pour faire très court, ce sont des cellules de l'endomètre, donc dans l'utérus, qui migrent à l'extérieur de l'utérus. Et donc, ça génère des kystes, ça génère des foyers d'endométriose dans tout le petit bassin, euh, jusque dans le diaphragme, ça peut aller jusqu'au cerveau. En l'occurrence, chez moi, ça allait jusqu'au cerveau. Donc, ça peut aller un petit peu partout dans le corps, ça génère des adhérences. C'est une maladie qui peut générer des douleurs, ce qu'on appelle des douleurs de règles, pendant le cycle féminin. Mais ça peut aller de douleurs, de zéro douleur chez certaines femmes avec uniquement, entre guillemets, des problèmes d'infertilité, parce que c'est aussi une des conséquences, voire des douleurs, comme ça a été mon cas, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des douleurs comparables, en tout cas, c'était mon cas, un cancer abdominal avec métastase. Donc, c'est comme ça que décrivaient les spécialistes mon cas. Donc, un état de péritonite continu, et je devais vivre avec ça. Donc, c'était absolument atroce. Et c'est arrivé, vous voyez, assez tardivement, puisque j'ai été diagnostiquée à 35 ans. Donc, c'est quelque chose aussi très particulier. C'est une maladie féminine. Euh, mais bon, les douleurs chez les femmes, on considérait, ou beaucoup de gynécologues considéraient que c'était normal. Et moi, pendant des années, j'ai pris des traitements hormonaux, ce qu'on appelle communément la pilule, qui m'a permis de cacher tout ça. Et, euh, et au moment où ça a explosé, eh bien, je n'étais plus sous pilule. Donc ces douleurs physiques, donc vraiment physiques dans le ventre, elles ne se limitent pas à des douleurs dans le ventre puisque ça génère des problématiques comme la fibromyalgie chez certaines, la fatigue chronique, enfin bref, des douleurs diverses et variées dans le corps tout entier. Et il y a cette problématique pour certaines personnes à avoir un enfant. Voilà un petit peu pour vous résumer très très succinctement pour celles qui ne connaissaient pas ou ceux qui ne connaissaient pas cette maladie, voilà ce que ça peut signifier. Dans mon cas, ce qui a été assez intéressant, c'est que justement, j'avais déjà eu des signes avant-coureurs, mais vu que j'ai pris des traitements hormonaux, je n'avais rien vu venir. Et la maladie est entrée dans ma vie d'une façon extrêmement violente. J'ai dû être hospitalisée quasi comme ça à la minute pour un gros gros kyste. Et ensuite, en l'espace de 8 mois, en fait, j'ai dû être opérée 3 fois, mais c'était des opérations d'urgence extrêmement violentes, extrêmement longues, extrêmement graves en fait. Et là, vraiment, ma vie a comme basculé en fait. Les médecins ne savaient plus quoi faire de moi. Mon système immunitaire était complètement en train d'exploser en fait. C'était vraiment
moi, j'ai souvent dit c'était une boucherie en fait. C'était juste incroyable. J'étais tout le temps à l'hôpital. Et à l'époque, ben, je travaillais comme salariée. J'étais employée en faculté de médecine, hein, la belle ironie dans tout ça. En apparence, ma vie allait plutôt bien. Je m'arrangeais avec ma vie, mais au fond, à l'intérieur, ça allait pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette maladie a fait éruption de ma vie, en fait, comme pour me révéler, vraiment me faire monter devant les yeux tout ce qui n'allait pas. J'étais pas bien dans mon lieu de vie, je me sentais enterrée vivante dans mon job. Je courais des relations amoureuses, mais qui n'étaient pas engagées, qui ne me convenaient pas. Et cette maladie est comme venue, en fait, faire exploser tout ça. Bon, faut que je précise quand même que j'étais déjà sur un chemin d'évolution, hein. Je courais déjà les stages divers et variés de développement personnel, je faisais déjà de la thérapie, voilà, j'étais déjà sur un chemin. Mais là, en fait, ce point de rupture m'a montré à quel point en fait ma vie allait mal. Et ce qui a déclenché la maladie, ce qui n'est pas la cause, la déclencheur n'étant pas du tout la cause, c'était une rupture amoureuse où là, j'ai vraiment eu l'impression que tout se dérobait sous mes pieds. J'ai cru que je perdais tout dans mon existence. Et là, vraiment, il y a eu un chemin de transformation qui a pu commencer, en fait. Mais j'ai payé cher parce que vraiment, je suis passée très, très près de la mort. Mais moi, je l'ai utilisé comme catalyseur de transformation, cette expérience, parce que en fait, il n'y avait pas d'autres options pour moi, en fait. En fait, c'est comme si face à la violence de cette maladie, face à la violence elle m'a vraiment plaqué au sol, hein, vraiment, je pouvais plus rien faire. Eh bien, je me suis dit, ben, il y a deux options, soit tu continues comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, et donc tu vas te faire opérer sans arrêt. Donc, comme on me prédisait, avec les fameux diagnostics médicaux, 15 opérations du même type, avec des traitements à vie, à chaque fois, lors d'une opération abdominale, c'était des mémoires de viol qui étaient réactivées, hein, parce que se faire opérer, euh, se faire opérer du bas-ventre, eh bien, c'est à chaque fois se faire pénétrer par plein d'instruments divers et variés, avec des phrases pas très sympathiques des médecins. C'était probablement que j'aurais perdu l'usage de mes jambes, comme bon nombre de mes patientes à un moment donné, ou hystérectomie ou autre chose m'attendait au bout du chemin, ou une sonde. Et là, je me suis dit, moi, c'est terminé. Si je dois vivre comme ça, eh bien, c'est hors de question. Moi, je ne vivrai pas. Donc, je me suis dit, ben, tu vas mourir. Ou bien, il y a l'autre option. Et c'est l'autre option que finalement j'ai choisie, mais j'ai failli ne pas la choisir. C'était contempler, accueillir ce champ de bataille qu'en fait, j'avais jamais vu, en fait, dont je m'étais pas rendu compte. Mon corps était un champ de bataille. Mes corps, en fait, étaient un champ de bataille. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans comme vie? Est-ce qu'il y a une flamme de vie qui peut faire quelque chose dans ce champ de bataille? Parce qu'au final, la maladie, c'est de l'énergie de mort en action, hein. C'était la mort qui était en train de m'entraîner. Et d'ailleurs, c'était vraiment vers là que j'allais. Et je me suis rendu compte juste avant ma dernière opération, le soir d'avant, que j'avais choisi de mourir. Je me suis dit, demain, je ne vais pas me réveiller de cette opération. C'était trop dur pour moi. J'avais plus les capacités, la force de vivre, et je me suis rendu compte qu'on pouvait choisir de mourir. Et là, une amie est intervenue, voilà, une amie que j'avais plus vue depuis longtemps, qui fait office d'ange gardien dans ma vie, a débarqué auprès de moi à l'hôpital. Elle a discuté un petit moment avec moi et suite à cette discussion, j'ai choisi l'option, eh bien, je vais contempler le champ de bataille et je vais continuer de vivre. Donc, je me suis réveillée lors de cette dernière opération. J'ai continué malgré ce que signifiait une opération de cette envergure. Mais c'était quand même un sacré défi à ce moment-là que je ne savais pas comment j'allais résoudre. Comment faire de ce champ de bataille un temple, un temple sacré. Moi qui étais déjà sur la voie du tantra, je suivais déjà des stages sur le féminin sacré. Le temple, eh bien, j'en étais bien loin. J'en étais vraiment bien loin. Et c'est là que vraiment j'ai dû me regarder en face et me dire, ben en fait, il est temps que tu contemples le désastre, il est temps que tu arrêtes de mettre la tête dans le sable et que tu contemples vraiment ce qui est, en fait, là où tu en es. Donc, ben, mon travail a véritablement commencé, le travail sur le féminin d'une manière générale, sur tous les thèmes tels que ben, la sexualité, le rapport à l'homme, la puissance de la femme, ma capacité à dire oui, à dire non, la puissance de création, où elle est ta puissance de création quand on te dit infertile, parce qu'évidemment, ça a été, suite à ces opérations, c'est ce qu'on m'a prédit, hein,
tu es infertile. Alors que moi, à 35 ans, j'avais jamais essayé d'avoir un enfant, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Tu es infertile. Donc, ça veut dire quoi d'être infertile pour une femme? Quand on vous pose comme ça l'étiquette, c'est extrêmement douloureux. J'étais même pas en relation, mais moi, j'espérais avoir un enfant. Donc, être mère, ça veut dire quoi? La maternité, ça veut dire quoi finalement? Toutes ces questions, en fait, cette maladie gynécologique m'a amenée à les aborder. Alors, à l'époque, j'ai pas du tout compris que c'était un cadeau, hein. Je me suis dit, mais quelle galère, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces sujets-là? Mais au final, je me suis rendu compte que ça a été très, très précieux, ça a été un vrai cadeau, toutes ces questions que cette maladie, finalement, m'a amené à aborder. Et une clé, une des premières clés qui a été sur mon chemin, c'était de rechercher du sens, en fait. Que cette souffrance et le désespoir que ça engendrait, eh bien, avait un sens. Et là, je me suis vraiment mise en chemin dans le sens d'un dépouillement. Alors moi, j'aime pas du tout le terme de développement personnel, de moins en moins, parce que pour moi, le développement de la personne, c'est le développement de l'ego. Et justement, il s'agit pas d'aller développer quelque chose, mais il s'agit plutôt d'aller se dépouiller de toutes ces façades, de tous ces conditionnements, de toutes ces blessures. Donc, quelle est ma quête? Où est le sens de tout cela? Qu'est-ce que mon corps a à me dire? Pourquoi est-ce que je suis touchée dans cette partie si intime de mon corps de femme, dans cet endroit si vulnérable? Parce que le ventre féminin est quand même l'endroit le plus vulnérable et on le voit au fil des siècles ce que ça a généré. Puis en même temps, c'est un endroit extrêmement puissant, un endroit d'enfantement sous toutes ces formes. Comment est-ce que c'est possible que ça pleure comme ça en moi, que ça crie à cet endroit en fait? Parce qu'être touché à l'utérus, être touché aux ovaires, moi j'étais beaucoup touchée aux ovaires, là où il y a le siège de la vie, hein, eh bien c'est pas la même chose que d'avoir un problème je sais pas moi, de cerveau, de genou ou de pied. Donc qu'est-ce que ça signifie? Quel est le rapport à mon corps? Et à l'époque, j'avais l'impression d'aimer mon corps. Mais en même temps, en me posant les bonnes questions et en allant creuser, je me suis rendu compte que ce fameux bassin, hein, bassin, le bas qui est sain, est-ce qu'il est sain, S-A-I-N-T, S-A-I-N? En l'occurrence, chez moi, c'était pas trop le cas. Ce fameux temple, ce centre énergétique puissant, eh bien chez moi, il était complètement en fait détruit, en fait fragilisé. Euh, et je me suis demandé, en fait, par rapport à mes ovaires, parce que c'était vraiment ma grande préoccupation, vu que moi je voulais encore des enfants et voilà, quand j'étais là en tremblotante face à mes opérations d'urgence, on me disait, mais peut-être que on va m'enlever des ovaires, hein. Et ça, c'était presque plus, pour moi, la plus grande peur que d'enlever l'utérus. Et quand un chirurgien m'a dit, mais madame, je ne saurai cela que quand je serai dans votre ventre, eh bien, j'ai compris à quoi j'avais affaire, en fait, hein. Je me disais, mais voilà, c'est comme si j'étais en train d'être violée. En fait, on va entrer dans mon intime, on va entrer au niveau de mes ovaires, là où commence la vie, en fait. Donc, qu'est-ce que j'arrive pas à mettre au monde dans ma vie par rapport à ces ovaires? Et puis, qu'est-ce qui est blessé dans mon féminin au-delà du corps physique? Quelle émotion j'ai refoulée en lien avec le féminin? Pourquoi est-ce que j'ai enquisté en fait toutes ces problématiques dans cette zone-là en fait, hein? Qu'est-ce que j'ai mis là? Et quand on souffre d'une telle problématique et puis qu'on reçoit un tel diagnostic et pronostic, parce qu'évidemment la médecine nous met des pronostics sans arrêt, nous colle des pronostics, eh bien il y a la sensation d'impuissance. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette impuissance? Comment je vais faire déjà pour redevenir puissante en fait? Quel sens je vais mettre à ça? Et la première des choses, ça a été de comprendre qu'il fallait arrêter de remettre ma santé entre les mains de la médecine, mais de la même façon, arrêter de remettre ma santé entre les mains des thérapeutes. Parce que ce soit médecine allopathique ou alternative, c'était du pareil au même. Au final, j'attendais une solution en fait de l'extérieur. J'étais désespérée, j'avais envie de mourir. Donc, comment est-ce que je pouvais faire pour retrouver cette fameuse flamme de vie, cette énergie de vie? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que tu n'accèdes pas à cette énergie de vie qui est censée être là dans ton ventre, cette énergie dite sexuelle, dite de vie? Où est-ce qu'elle est en fait? Parce que quand même, j'avais finalement choisi de vivre, mais je la trouvais pas, cette énergie de vie. Et je me suis rendu compte qu'au fond, je détestais la femme que j'étais. Alors que physiquement, j'aimais beaucoup mon corps. J'ai toujours aimé mon corps, je séduisais, j'étais voilà. Ça, j'aimais bien.
Mais au fond de moi, toute cette intériorité, puisque le corps de femme est tout en intériorité, hein, nos organes de reproduction, nos organes génitaux sont à l'intérieur. Au fond, ça, je ne le connaissais pas et je n'aimais pas, je détestais mon corps tel qu'il se présentait, avec toutes ces douleurs, parce que j'avais l'impression vraiment d'être bouffée de l'intérieur, en fait. C'est vraiment le terme qui me venait. Et cette peur de ne pas avoir d'enfant, hein, puisque vous me l'avez dit, bah, vous n'aurez pas d'enfant. J'ai pas trop compris le message, mais enfin, quand même, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des enfants? Pourquoi est-ce que j'ai tant envie d'avoir des enfants, en fait, hein? Et au niveau inconscient, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants? Qu'est-ce qui se joue pour moi au niveau de cette fameuse maternité? C'est un sujet clé pour les femmes qui souffrent d'endométriose, mais aussi sur le plan de mes lignées de femmes. Qu'est-ce qui se joue par rapport à la maternité, en fait, hein? Et cette maternité, qu'est-ce que ça veut dire être mère? Parce qu'en fait, il y a la mère procréatrice, hein, et là, j'avais une invitation à devenir une mère créatrice. C'est tout autre chose. Et tout ce cheminement-là m'a été proposé au travers de cette maladie. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un pont à faire entre la blessure, la femme blessée et la femme sacrée. Donc, la femme connectée à la vie déjà en moi, au vivant, euh, à ma puissance, tout simplement, que je n'avais plus du tout, enfin que je n'avais peut-être jamais connecté dans cette vie. Et comment faire d'un champ de bataille un espace sacré, évidemment hors religion. Ça a été un gros défi. Une des grosses clés qui m'a beaucoup aidée, parce que je l'ai compris quand même très spontanément, très rapidement, puisque la médecine allopathique n'avait strictement aucune réponse pour moi, mis à part des opérations à répétition et des traitements à vie sur le plan hormonal, c'était d'aller chercher justement au-delà de ce sens les messages, vraiment les messages que m'envoyait mon corps. Parce que derrière les symptômes physiques, ça c'est toujours été mon credo, et ça l'est encore plus aujourd'hui, derrière les mots du corps se cachent bien évidemment des mots de l'âme. Et ces mots de l'âme se manifestent sous forme d'émotions et de croyances qui s'enquistent dans le corps physique quand ça n'a pas été entendu, quand ça n'a pas été honoré. J'ai eu besoin de comprendre que ce qui était présent dans le corps avait commencé dans les autres corps, dans les corps énergétiques en fait, et qu'en fait ma réponse ou mes clés se trouvaient là. Alors on peut parler du niveau inconscient, moi je parle beaucoup de l'inconscient, mais ça peut être, on peut parler de l'âme, on peut parler des mémoires cellulaires. Pour moi tout cela ça se rejoint. En tous les cas, ce champ de bataille, c'était la résultante de toutes ces blessures des corps spirituels, mentaux, émotionnels, ben, que j'avais pas pu entendre, quoi. Donc, je me suis mise à aller, à plonger dans l'eau, en fait, à rencontrer la face cachée de l'iceberg, parce que la face visible, ben ça, c'était assez clair, hein. Mais qu'est-ce qu'il y avait là derrière, en fait? Et du coup, j'ai été commencer d'explorer tout ce que j'avais enquisté, notamment depuis le début de mon incarnation, hein. Donc, le début de mon incarnation, moi, je considère que c'est déjà ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu in utero, dans le ventre de notre mère. Et puis, il y a eu les explorations de ce qu'on appelle des vies passées ou parallèles, hein, peu importe comment on envisage tout ça, les lignées de femmes, etc. Et j'ai commencé d'explorer et de creuser à fond tous les messages qu'il y avait à décoder autour de cette maladie, sans aller chercher dans un quelconque livre, en fait, au travers de ma propre chair. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, il y a des messages propres à l'endométriose. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais aujourd'hui, j'ai appris à décoder en fait les messages extrêmement subtils en fait de cette maladie en fait. C'est comme si j'étais devenue une experte au travers de mon expérience des messages, on pourrait dire métaphysiques ou invisibles de cette maladie. Et puis il y a différentes pathologies entre-temps aussi que je comprends extrêmement bien, comme les ovaires polykystiques, les cancers du sein, de l'utérus, etc. Les mycoses, enfin tout ça est revenu à moi en fait. Tous les thèmes qu'il y avait besoin d'aller aborder en tant que femme, les deuils non faits, l'impuissance, tout ce qui concerne la maternité, tout ce qui concerne les schémas familiaux, les abus évidemment, enfin la notion d'abus, d'intrusion, etc. Donc tout ça, c'est devenu un petit peu mon terrain d'exploration au travers de mon propre corps, de mes propres corps. Et puis, j'ai aussi eu besoin de comprendre ce qu'était la guérison et la maladie, en fait. Et ça, c'est assez étrange de penser comme ça, mais moi, ça m'a beaucoup stimulé sur mon chemin de guérison, de comprendre que les symptômes, c'était pas la maladie. Que les symptômes, en fait, c'est vraiment déjà une tentative du corps de résoudre le problème.
Et quand on a très mal, comme c'était mon cas, j'étais une boule de douleur, eh bien en fait, mon corps était déjà en train d'essayer de réparer en fait. Hein, évidemment, quand on se coupe, eh ben, le sang qui coule ou la brûlure, c'est pas le problème, hein. Là, le corps est déjà en train de réparer, d'évacuer pour éviter une infection en fait. La maladie, c'est ce qu'il y a derrière les symptômes. Et aujourd'hui, c'est très, très intéressant parce que, au fond, quand des personnes viennent à moi, aujourd'hui, donc je suis thérapeute et j'accompagne des femmes qui souffrent entre autres de ce type de maladie. Et quand elles viennent à moi avec un diagnostic qui n'est pas absolument clair de la maladie, eh bien, en fait, moi, je suis capable de savoir en fonction de l'histoire qu'elle m'amène, de ce qu'on décortique, si elle souffre de cette pathologie ou pas. Donc, au-delà d'un diagnostic médical clair, ça veut dire que réellement, ça prouve, et c'est un exemple, hein, ces pathologies-là, mais ça prouve à quel point, au fond, les informations, elles sont ailleurs. Et d'ailleurs, cette maladie, la maladie, c'est pas uniquement les symptômes physiques, puisque moi j'ai des personnes qui viennent à moi qui n'ont pas plus le symptôme physique de la maladie, mais qui ont des symptômes associés, ce que j'appelle symptômes associés. Donc elles ont fait des transferts de symptômes sur leur vie, les relations amoureuses, etc. Donc c'est intéressant parce que les symptômes physiques sont une expression de cette pathologie ou de cette problématique spécifique du féminin blessé. Donc, de la même façon, si les symptômes, c'est pas la maladie, guérir, ça veut pas dire faire disparaître les symptômes. Et ça a été aussi important sur mon chemin de comprendre ça. C'est que guérir, c'est vraiment aller se mettre en chemin pour, en fait, aller vers la conscience, en fait. C'est un chemin de conscience. Qu'est-ce que mon âme, au travers de cette expérience de femme, en l'occurrence, parce que c'est dans mon corps féminin que je suis affectée, elle veut me dire, qu'est-ce qu'elle a à me dire. Et ça, c'était vraiment une clé de compréhension énorme que j'ai acquise. Et enfin, une des autres clés aussi majeures, c'est que je ne suis pas la maladie. Je ne suis pas ma maladie. C'est pour ça que je dis toujours, femme que j'accompagne, fais attention aux mots MOTS que tu poses sur tes mots MAUX. Parce que si tu dis, tu parles de ton cancer, de ton endométriose, eh bien, tu t'identifies. Hein, j'avais tourné une vidéo il y a quelque temps qui s'appelait Ma maladie, mon doudou. Si je m'identifie à ce que je vis, eh bien, quelque part, je colle. Je colle à ça. Or, guérir, c'est se désidentifier à cet ego-là. C'est se décoller de cet ancien moi qui contenait cette problématique, en fait. Et la question, ce qui est intéressante quand on souffre comme ça, c'est une fois guéri, qui je suis, qui je serai au-delà de la maladie, au-delà des bénéfices secondaires potentiels que j'aurais peut-être cherchés au travers de la maladie, quand elle me servira plus. Parce que ça aussi, c'était une question intéressante. En quoi la maladie te sert? En tout cas, d'un point de vue inconscient. Qu'est-ce que tu as essayé de chercher au travers de la maladie? Alors, j'ai tout terriblement échoué, hein, je dois l'avouer, comme la plupart des gens qui tombent malades, mais néanmoins, mon inconscient a cherché des bénéfices secondaires là derrière. En fait, cette maladie, elle m'appelait à, à trouver qui j'étais, tout simplement, à oser être qui j'étais. Et ça a été évidemment une clé importante de mon chemin d'éveil. Et c'est un des premiers messages que j'ai reçus de la maladie. Ose être qui tu es. Commence d'incarner qui tu es réellement. Donc ce chemin-là, ben, je l'ai vécu dans ma chair. Et toutes les expériences, tout ce que je vous dis par rapport aux causes, par rapport à ce que je vous partage maintenant, je ne l'ai lu nulle part. Je ne l'ai appris nulle part. Je n'ai reçu aucun enseignement, je n'ai lu aucun livre sur cette pathologie, je n'ai lu aucun livre sur le décodage biologique. Et pourtant, je suis une ancienne universitaire qui était rattachée à ces livres, etc. Mais dans cette expérience-là, j'ai vraiment dû faire l'expérience de la plonger dans la chair, alors aller très loin dans l'expérience, dans la profondeur de la souffrance, et transmuter ça et faire remonter disons, à la surface des choses. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait tout à fait, mais il y a eu des moments où il y a des connaissances qui sont remontées, tout à coup comme des visions, des messages qui sont devenus extrêmement clairs. Et d'ailleurs, quand j'étais encore malade, j'ai commencé d'écrire à un moment donné un blog. Ça sortait de moi. Les informations sont venues progressivement. Alors, évidemment qu'au travers de cette expérience de souffrance, il y a eu des changements que j'ai faits puisque j'ai changé de vie à 360 degrés. Soyons clairs, hein, j'ai tout quitté. Hein. J'ai quitté mon job salarié. Quand je me suis vue mourir, je me suis dit de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Et j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari actuellement.
Donc, il m'a aussi beaucoup encouragée à ça. Donc, j'ai tout quitté. Et justement, je me suis engagée dans une relation. Mais en parallèle, j'ai eu des rechutes. Je retombais malade, etc. Je n'ai plus jamais, par contre, été opérée, puisqu'on me prédisait une quinzaine d'opérations. Ça n'a plus jamais été le cas. Je n'ai plus jamais été hospitalisée. Mais ça n'a pas été un chemin linéaire. Ça a été un chemin en dents de scie où il y a eu parfois encore des doutes et des désespoirs. Mais progressivement, j'ai commencé d'animer les cercles de femmes. Progressivement, je me suis mise en fait en chemin par rapport à ce que me disait mon âme. Et j'ai souvent utilisé l'expression je suis revenue sur les rails de mon âme. J'ai vraiment eu cette image-là des rails tout à coup où mon âme m'a dit mais là, vas-y, c'était cette flamme de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure qui à l'hôpital m'a dit non, tu vas pas mourir. Maintenant, tu vas aller là où tu es appelé à aller par ton âme. Donc j'ai évidemment utilisé toutes les thérapies alternatives que je pouvais. J'ai couru les thérapeutes, j'ai tout expérimenté, je me suis formée, j'ai fait comme tout le monde, hein. J'ai enlevé ces couches de souffrance, mais progressivement, ce cheminement, en fait, il est comme ressorti de moi, en fait. Ça a comme émergé, les connaissances ont émergé de moi et j'ai compris que cette expérience, je devais la vivre pour la mettre au service, en fait, du collectif. Mais j'ai continué de souffrir encore un moment. Et à un moment donné, voilà, j'étais en train de reconquérir cette relation à mon corps, comme je vous le disais. Eh bien, j'ai eu une expérience initiatique très intéressante dans mon corps, qui là a été une expérience magnifique, parce que je suis tombée enceinte, en fait. Je suis tombée enceinte à 41 ans. Après 2 mois d'essai de grossesse, je précise, j'avais jamais été enceinte ou jamais essayé de tomber enceinte auparavant. Donc, quelques mois auparavant, la gynécologue me dit, bah, de toute façon, vous n'aurez jamais d'enfant, et puis vous êtes mal en point, vous avez plus d'ovocytes, vous êtes fait tellement opérer, blablabla, enfin blabla, hein. J'avais même pas le droit à la procréation médicalement assistée. Et moi, j'étais là, telle une femme de 25 ans à qui on dit, tu n'auras pas d'enfant. C'était pas possible, c'est pas possible. J'ai même pas essayé, même pas essayé. Et voilà-t-il pas qu'en 2 mois, je suis tombée enceinte. Donc, les médecins sont tombés à la renverse. Évidemment, ils n'ont absolument pas compris ce qui se passait. Donc, ça a été une soi-disant grossesse miracle. Mais enfin, pour moi, c'est pas une grossesse si miracle que ça, parce qu'il y a eu tout ce cheminement. Il y a eu aussi un appel d'âme. Il y a eu la dimension spirituelle aussi qui évidemment, qu'on a intégrée pour cette venue. Et aujourd'hui, ce qui est assez amusant, c'est que donc, je suis devenue maman, ce qui m'a vraiment amené une forme de gratitude face à mon corps parce que j'ai entendu à l'intérieur, c'est bon, tu as été entendu en fait. Il y a quelque chose en toi qui s'est transformé. Il y a vraiment quelque chose qui s'est alchimisé. Et progressivement, déjà avant, les symptômes ont diminué et là, la maladie a complètement disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais chez un gynécologue qui ne me connaît pas, il ne voit plus aucune lésion. Il y a zéro lésion, il y a zéro signe de la maladie. J'ai récupéré ma réserve ovocytaire après coup, alors que soi-disant avec l'âge, c'est censé diminuer. Donc, quelque chose de totalement incompréhensible d'un point de vue médical, mais c'est ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, du coup, par rapport à cette histoire d'enfant, ce qui est intéressant, c'est que pour faire venir ma fille, on a fait un appel d'âme avec mon mari. Et aujourd'hui, je suis beaucoup en contact avec des âmes d'enfants. J'accompagne beaucoup des femmes aussi qui sont en quête de grossesse, de désir d'enfant. Et aujourd'hui, les âmes viennent vers moi. Donc c'est assez marrant en fait quand je repense après coup à ce qu'on m'a pronostiqué par rapport aux enfants et tout ça. Alors ça ne veut pas dire que moi je peux garantir une grossesse, bien entendu, ça dépend pas du tout de moi, mais c'est assez amusant après coup comment les choses ont tourné. Donc voilà, ce cheminement-là, eh bien, ça a été une métamorphose, ça a été une renaissance véritablement, puisque voilà, guéri totalement et complètement. Et quand je dis guéri, c'est guéri, hein. La guérison, c'est pas la même chose que la rémission, mais ça, j'entrerai pas dans le débat aujourd'hui. Ce qui est intéressant, pour moi, c'est la métamorphose. Et c'est aujourd'hui ça qui m'intéresse. C'est le cheminement. Parce que finalement, ce que j'ai vécu, c'est un cheminement que vivent beaucoup de femmes à plein d'égards, parfois à partir d'une maladie gynécologique, mais pas toujours. C'est que on parle aujourd'hui beaucoup du féminin sacré, mais en fait, on oublie que pour aller vers le féminin sacré, il faut déjà aller rencontrer le féminin blessé. Et ça, on le contient tout. Alors chez moi, c'est passé par la chair. Alors vous avez compris que c'était une expérience violente, extrêmement violente, que j'ai dû aller reconnecter. C'est pas le cas de tout le monde, heureusement. Et la maladie gynécologique, c'est une manifestation
du féminin blessé parmi d'autres. Il y en a plein d'autres, hein. La relation justement au corps, la haine du corps, le côté maternel, sacrificiel, etc. Surinvestissement de la maternité. Il y a plein d'éléments qui parlent de ce féminin blessé, mais il y a aussi toutes nos ombres, ces fameuses ombres du féminin, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais en termes d'énergie et dans notre rapport notamment à l'homme, par exemple, on est encore très imprégné de la haine des hommes, de la difficulté à trouver notre place par rapport à l'homme, aussi dans le patriarcat. Et puis cette fameuse rivalité entre femmes, c'est pas une légende, hein. La jalousie, la manipulation, ça fait partie d'une énergie féminine dénaturée, hein. L'hypersensibilité, les émotions extrêmes et débordantes dans laquelle on va se perdre, l'impuissance, la victimisation, tout ça, ça fait partie d'une énergie féminine qui est blessée. Et la difficulté, ben, alors ça, on est nombreuses à connaître, à mettre dans la matière, hein. L'excès de yin, d'énergie féminine, peut amener une difficulté à matérialiser. Et tout cela, alors, fait partie de l'énergie féminine, et pas propre uniquement aux femmes, puisque les hommes, évidemment, contiennent aussi de l'énergie féminine. Mais vu que nous, on incarne dans le corps, dans notre chair, eh bien, cet aspect, cette dimension féminine, parfois, on est un peu plus concerné par tout ça. En tout cas, moi, ce que j'ai compris au travers de cette expérience, qu'il y a quelque chose qui nous est demandé aux femmes, vraiment d'important, et c'est aujourd'hui aussi beaucoup ça que je transmets, c'est qu'on a besoin de prendre responsabilité pour ce chemin. Et que ce n'est pas les hommes qui vont faire le travail à notre place. Les hommes ont leur part de boulot à faire, et elle n'est pas des moindres. Mais nous, on a beaucoup de choses à guérir et ça va passer par nous. Et notamment sortir de cette fameuse victimisation et de cette colère et des attentes constantes qu'on a envers les hommes. Parce que je constate beaucoup en accompagnement que parfois on a de très beaux discours et puis on a l'impression d'être très libre aussi par rapport aux hommes et dans notre rapport à l'homme. Mais quand on va travailler, moi je travaille beaucoup sous hypnose, et puis on va travailler au niveau inconscient, c'est pas du tout ce qu'on découvre. On découvre beaucoup encore d'animosité, de peur, de sensation que l'autre est un prédateur, etc. Donc on a vraiment, n'oublions pas que le patriarcat c'est une réponse au matriarcat et que la solution ça va pas forcément être de faire la guerre à l'homme. Alors ça, on a vraiment besoin d'aller le rencontrer. On a besoin de sortir aussi de ces fameuses blessures du corps, ces blessures de maltraitance. Le ventre blessé de la femme, c'est pas une légende, hein, dans le patriarcat. Alors les hommes aussi sont blessés parfois dans leur chair, mais d'une façon différente, d'une manière générale. Les viols, les abus, etc., ça fait quand même partie de malheureusement bien des existences féminines. Et quand on remonte dans nos lignées, on se rend compte que voilà, c'était un peu monnaie courante. En tout cas, moi, malheureusement, c'est mon pain quotidien, hein, de traiter les abus. L'impression que pas une histoire qui est terminée. Et puis cette blessure d'incarnation qu'on rencontre souvent et avec laquelle je me trouve aussi encore en prise moi-même, je trouve qu'elle est très manifeste dans le ventre des femmes. Je rencontre beaucoup de ventres que j'appelle moi des ventres vides. C'est-à-dire que c'est comme si on se remplissait, ou nous les femmes, dans l'énergie féminine de réseautage, de lien, de mise en lien, on recherche tellement le lien qu'on peut avoir tendance à aller chercher à l'extérieur, à nous remplir en fait. Parfois dans la dépendance à l'homme, dépendance à autre chose. Et c'est comme s'il y avait dans ces ventres vides ou des ventres qui souffrent et qui soufflent, une invitation à se remplir de soi-même, à aller rechercher le lien avec soi-même. Et ça, c'est justement ce cheminement, hein, que j'ai dû faire. Il y a les retrouvailles avec notre puissance, avec ce fameux chaudron dans le bassin, la femme sauvage en soi. Où est-elle, cette femme sauvage? Et chez moi, cette reconnexion, ou en tout cas ce cheminement, parce que j'y suis toujours, c'est beaucoup passé par la reconnexion au cycle menstruel. Le cycle menstruel, donc le sang, chez moi, c'était une grande problématique puisque je souffrais d'une maladie qui me faisait souffrir en lien avec le cycle. Et cette idée de se réapproprier notre cycle est fondamentale. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, je parle plus des règles, je parle des lunes, parce que ce mot règle en français, moi, ça me fait penser, vous savez, aux directives, aux consignes, les règles. Les règles, pour moi, ça n'a absolument rien de féminin, ça ne met pas du tout en avant la magie du féminin et la puissance du cycle. Donc, c'est quelque chose que j'ai profondément changé. Comment se reconnecter à notre énergie justement du bas-ventre, l'énergie créatrice d'enfantement du bas-ventre. Et puis aussi,
comment se reconnecter tout simplement à notre sexe, à notre corps, sans qu'on remette tout ça toujours entre les mains des hommes que nous connaissons, les hommes de nos vies, ou les gynécologues qui en général connaissent mieux notre anatomie que nous-mêmes. Et ça, c'est une question intéressante. Combien de femmes ne connaissent pas leur corps? Et je ne parle pas du tout de la dimension sexuelle, je parle simplement de la dimension de la connaissance de soi, simplement. Hein. Comment on est fait? Voilà, moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans des groupes de femmes à un moment donné et d'aller découvrir mon anatomie avec entourée de femmes et non pas sur un écran chez un gynécologue, en fait. C'était tout autre chose. Et donc, cette reconquête de ce féminin sacré, mais du blessé au sacré, passe également, à mon sens, par cette reconnexion à la terre-mère, à Gaïa. Hein, parce que la terre extérieure et nos terres intérieures sont en vibration commune. Et la terre, c'est le principe féminin. La terre, c'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui nous accueille, hein, c'est celle qui nous aime inconditionnellement, puisque nous, l'humanité, on a le droit de faire des expériences ici, et puis on n'est pas jugé pour ça. Et se reconnecter à son féminin sacré, aller cheminer vers ça, c'est aussi se rappeler qu'on a un lien à la terre, on a une responsabilité pour remettre un lien plus respectueux face au vivant, à l'ensemble du vivant, face à la terre qui nous accueille. Mais en fait, ça va dans les deux sens. Parce que j'ai constaté aussi que si on mange bio, je sais pas, on mange 3 graines et puis on, on plaît, on défend des causes écologiques et je ne sais quoi, mais si à l'intérieur de soi, on est justement dans une haine de notre corps, et je ne parle pas de l'extérieur du corps, mais justement de ce corps tout en intériorité et en réceptivité du féminin, si à quelque part on continue de se nourrir de relations toxiques parce que justement on est dans cette dépendance et qu'on a un ventre vide et qu'on veut se remplir de l'extérieur, donc on est dans une toxicité, eh bien on peut se nourrir bio, mais à quelque part on se nourrit de bio toxique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le lien, en fait, il va dans les deux sens. Plus je me reconnecte à cette terre intérieure, à ces terres intérieures, plus je prends conscience de ce cycle, de la beauté, de l'ensemble de ce féminin, et c'est à moi de le faire, et plus en fait je vais respecter la terre, mais d'une manière vivante et non pas dogmatique. Et tout ça, ça nous amène, à mon sens, hein, et je pense que le féminin a un rôle à jouer là-dedans, à une spiritualité beaucoup plus incarnée. Parce que finalement, c'est ce qui nous est demandé, je pense, actuellement, c'est de ramener le sacré sur Terre. Et on pourrait avoir tendance aussi, avec tout ce qui s'est passé un peu dans le New Age, à s'enfuir un petit peu dans tout ce qui est guide, maître, et je ne sais quoi, et coucou les petits oiseaux. Mais nous, les femmes, vu qu'on incarne ce principe, hein, ce principe de sacré dans le corps, eh bien, on est invité aussi à initier les hommes là-dedans, à aller ramener ce sacré dans les mouvements cycliques des saisons. C'est pour ça que de plus en plus on célèbre les solstices, les équinoxes. Il y a de plus en plus de rites comme ça qui reviennent, les rites païens, les rites celtiques, le chamanisme, le tantra. Ce sont des dimensions qui incluent le féminin, qui incluent le rapport au vivant. Et tout ça, en fait, nous ramène aussi dans ce fameux cercle où on sort de la hiérarchie, hein, où chacun a sa place. Et ce mouvement cyclique, on revient au mouvement circulaire et cyclique, à mon sens, il est très féminin, dans ce féminin sacré qui est sorti de la blessure. Hein. Et pour moi, la maladie gynécologique, elle est justement un point clé dans tous ces questionnements et tout ce que je viens d'aborder comme point qu'on a besoin d'aller recontacter. Parce que c'est vrai que je travaille quand même pas mal avec des gynécologues et on constate qu'il y a une recrudescence des maladies gynécologiques, des pathologies. Alors on pourrait se dire, bon, bah, c'est que juste on diagnostique plus, mais moi, j'ai pas l'impression quand même, il y a vraiment des problématiques bien importantes qui se manifestent. Alors bon, il y a l'environnement, évidemment, on dira, ben, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a la pollution, ce qu'on mange, l'état de la terre, de l'eau. Certes, tout ça, évidemment, n'est pas favorable à notre santé, c'est évident, et aussi à notre fertilité, on pourrait le dire. Néanmoins, moi, ce que j'ai intégré, ou en tout cas le message que j'ai reçu très, très fortement de l'intérieur, c'est que
nous, les femmes, on a un rôle maintenant majeur à jouer dans ce changement de paradigme et que l'utérus étant, souvenons-nous quand même, un organe émonctoire, hein, il nettoie, hein, il évacue les choses, et bien même sur le plan énergétique, il est amené à évacuer certaines choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs tout est, moi quand je vois la vision que j'ai de l'utérus, que je reçois, c'est comme une grotte paléolithique avec plein d'informations, hein, de nos lignées de femmes et de ce qu'on a vécu dans notre sexualité, dans nos blessures, etc. Donc, j'ai l'information intérieure que de plus en plus, s'il y a des pathologies de l'utérus et des ovaires, etc., c'est parce que nous, les femmes, en fait, on va comme transformer, transmuter ces souffrances et ces blessures du féminin qui nous traversent depuis maintenant de nombreux siècles et qu'on va les transmuter énergétiquement au travers de nos matrices. Donc, la maladie gynécologique, de ce point de vue-là, est juste révélatrice d'une problématique qui, au fond, est déjà là et bien existante. Alors évidemment, il n'a pas besoin de souffrir d'une maladie pour conscientiser tout ça, mais c'est une voie qui est offerte à certaines personnes, tout simplement. Et ce cheminement, finalement, à un moment donné, on se rend compte que quand on souffre d'un féminin blessé, que ce soit une maladie gynécologique ou une autre problématique que j'ai abordée, on guérit tout ça pour soi, mais on le guérit aussi pour celles qui nous ont précédées, hein, les femmes de nos lignées, pour celles qui nous succèdent, si on a des filles, et puis aussi pour toutes les femmes de la Terre, puisqu'on est toutes reliées, hein, par des égrégores, et toutes ces femmes violées, excisées, bannies, les fameuses sorcières, hein, toutes celles qu'on a peut-être été et celles qui continuent de souffrir dans leur chair, eh bien, à quelque part, on transmute aussi pour elles. Et ces maltraitances du féminin, alors c'est un gros sujet, hein, c'est un sujet qui revient depuis quelques années, c'est évidemment important d'aller les condamner d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je ne sais plus quand c'était, il y a eu des campagnes comme Balance ton porc ou un truc comme ça sur les réseaux. Et là, j'étais quand même assez choquée parce que je me suis dit, mais c'est pas par la guerre on va changer quoi que ce soit. L'apaisement viendra, oui, de l'énergie féminine, oui, probablement beaucoup de femmes, mais à l'intérieur de soi. Donc faisons déjà la paix entre nous, hein, parce que la rivalité entre les femmes, à nouveau, c'est monnaie courante. Arrêtons de nous juger les unes les autres et de critiquer le corps des unes des autres, parce que c'est pas toujours joli joli ce qu'on entend en termes de critique et d'ailleurs de jugement de nos propres corps. Allons explorer nos propres corps nous-mêmes, nous réconcilier avec nos propres cycles. N'attendons pas que le système ou les hommes comprennent le cycle féminin. Allons reconquérir tout cela déjà par nous-mêmes, entre nous, et on a besoin de remettre en place la transmission entre femmes. C'est pour ça que les cercles de femmes, il y en a de plus en plus, et c'est quelque chose de très beau, comme si on avait besoin ensemble de se réinformer de choses qu'on nous a plus données en fait, hein, de mère en fille. Allons retrouver les femmes médecines, parce que les médecines traditionnelles, eh bien, il n'y a pas que des hommes qui les maîtrisent, il y a aussi des femmes qui sont guides là-dedans. Allons retrouver tout ça, allons retrouver cette puissance entre nous pour commencer. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas les hommes qui feront le chemin à notre place, puisque eux, ils ont aussi beaucoup de travail. C'est pas facile non plus pour les hommes. Ils ont beaucoup de souffrance aussi en lien avec ce féminin blessé, avec cette blessure évidemment liée aux émotions, etc. Donc c'est un chemin que les hommes et les femmes doivent entreprendre de façon très différente. Et les hommes dans le patriarcat, ils ont été souvent de la chair à canon. Et aujourd'hui, ils ont aussi besoin d'être accueillis dans leur vulnérabilité. Et c'est tout un chemin. Donc voilà un petit peu tout ce que ça peut amener, ce cheminement en termes de réflexion. Et puis finalement, quand on a guéri tout cela, eh bien, on se rend compte aussi qu'on peut rencontrer l'homme différemment. Parce qu'une femme qui guérit, qui sort de la victimisation, qui se responsabilise, qui s'aime vraiment telle qu'elle est ou qui chemine dans toute sa beauté et sa puissance féminine, elle va aussi initier l'homme, elle va lui proposer de se mettre debout également. Et il y en a de plus en plus aussi des hommes debout.
Donc, on va sortir de ce schéma intérieur qui est un schéma de bourreau-victime que je constate chez toutes les femmes que j'accompagne, que ce que je vous ai dit au début, hein, on a beau croire on s'aime tous et puis que tout va bien, à l'intérieur de nous, donc on continue de perpétuer la guerre entre, il y a les méchants, c'est les méchants persécuteurs, et il y a les gentils, entre guillemets, c'est les victimes, eh bien, la guerre continue entre les hommes et les femmes, et pas qu'entre les hommes et les femmes, à l'intérieur de nous, il y a cette lutte qui continue, et que tant que la lutte continue, rien ne changera sur Terre. Donc cette danse intérieure, ce cheminement, il est évidemment nécessaire à l'intérieur de soi pour qu'à un moment donné, on puisse se rencontrer différemment, on puisse créer autre chose et du coup, eh bien aussi initier l'homme à guérir tout cela, parce que guérison du féminin veut dire guérison du masculin. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'en guérissant, en devant guérir cette blessure du féminin, eh bien, j'ai dû me remettre mon masculin debout, en fait. Sinon, je n'y serais pas arrivée, en fait, hein. Donc, tout cela, en fait, est tout à fait complémentaire. Et en tant que femme, en tant qu'initiatrice, eh bien, avançons, initions les hommes à ce cheminement. Et il y a plein de façons différentes de le faire. Moi, pour moi, la voie tantrique a été une belle voie parce qu'elle m'a permis de comprendre que ce chemin vers l'unité n'excluait rien et qu'on est ombre et lumière à la fois, on est masculin, féminin à la fois et qu'il n'y a rien à rejeter finalement, tout à contempler et en fait, je pense que c'est ce qui m'a permis à un moment donné de sortir de la maladie et de sortir de l'envie absolue de vouloir guérir. Et quand j'ai arrêté de vouloir guérir, c'est là que j'ai vraiment guéri. C'était ça un petit peu le secret qui m'est venu un jour. Je me suis dit, maintenant tu vas arrêter de vouloir guérir. Et c'est là que j'ai guéri. Et c'est là, en fait, que la lutte a cessé. Cette lutte aussi entre mon féminin et mon masculin à ce sujet-là. Donc voilà, cette histoire, c'est une histoire de renaissance, une histoire de renaissance qui est assez vaste, hein, vous voyez, qui est partie de cette maladie et qui va bien au-delà de la problématique gynécologique, bien entendu. Voilà, je vais m'arrêter Merci. là. Voilà. Si vous avez des questions, tu arrêtes peut-être Ouais, l'enregistrement. attends, faut juste que je vérifie où c'est que je l'arrête. Ouais, là. Ouais.